est-ce que votre repas d'aujourd'hui était riche en purine? Si oui, donc je pense que cette présentation, elle va vous intéresser. Donc, pour moi, la réponse est oui, donc ça m'intéresse aussi. Donc, je commence par Madame Mabrouka, qui est âgée de 63 ans. Elle est diabétique, hypertendue, et elle a été mise récemment par son cardiologue sous allopérinol 100, un comprimé par jour. Et l'aspirine à faible dose, 100 mg par jour. Là, la patiente, elle me consulte pour des gonalgies. Et comme vous voyez très bien sur les radiographies, elle a des signes typiques de gonarthrose. Donc, à la biologie, elle a une hyperuricémie à 415 micromoles par litre. La créatinine, elle est un peu élevée, elle est à 124 millimoles par litre. Là, très probablement, elle commence à avoir une néphropathie diabétique. Donc, tout d'abord, je vous rappelle la définition de l'hyperuricémie. C'est quoi? En fait, c'est un taux d'acide urique qui est supérieur à 360 micromoles par litre pour la femme et supérieur à 420 micromoles par litre pour l'homme. Donc, la question qui se pose, est-ce bien une goutte pour notre patiente? Et là, pour répondre à cette question, il faut voir les critères de classification de la goutte de la CROLAR de 2015. Donc, pour répondre à ces questions-là, il faut voir au moins une atteinte articulaire périphérique. Donc, notre patiente, elle a des gonalgies, donc oui, elle a donc une atteinte articulaire périphérique. Et il faut voir par la suite quelle atteinte articulaire. Donc, elle a une atteinte au niveau donc des genoux. Donc là, ça vaut 0. Par la suite, est-ce qu'elle a des signes typiques donc de goutte avec des douleurs très importantes, des zones donc d'érythème, la patiente très algique ne marche pas ou ne supporte pas donc la mobilisation? Et là, la réponse c'est 0. Par la suite, il faut voir est-ce qu'elle a des épisodes typiques de goutte. Un épisode typique avec des douleurs maximales au bout de 24 heures, qui va donc la douleur elle va diminuer progressivement au bout donc de 14 jours et généralement il y a une résolution complète entre donc les épisodes. Donc là, la réponse est 0. Et par la suite, il faut voir est-ce qu'il y a un tophus. Donc, également, non. Pour l'uricémie, là, elle a une uricémie entre 360 et 480. Donc, ça vaut 2. Et là, pour l'échographie, on peut accéder parfois à l'échographie articulaire pour voir s'il y a des signes, pas de gnomonique de la goutte. Et là, c'est principalement le signe de double contour, comme vous voyez sur l'image A. Donc, la patiente n'a pas le signe de double contour, donc ça vaut 0. Et sur le plan radiologique, on voit bien est-ce qu'il y a des érosions ou non au niveau des radiographies des mains et des pieds. Donc, la patiente n'a pas des signes typiques de goutte. Et là, ça vaut 0. Donc, au final, son score, il est à 2. Et pour avoir le diagnostic de goutte, il faut un score qui est supérieur à égal à 8. Donc, notre patiente n'a pas une goutte, mais elle a une hyperuricémie asymptomatique. Donc, là, on va répondre aux questions. Quelle est la prévalence actuelle de l'hyperuricémie? Quelles sont ses origines physiopathologiques? Quelles sont ses conséquences cliniques? Et faut-il traiter toute hyperuricémie asymptomatique? Donc, pour la prévalence de l'hyperuricémie, je vous dis que une personne sur 7 en 2025 a une hyperuricémie. Donc, c'est trop quand même. La prévalence mondiale, elle est de 13,85% en 2025. Mais cette prévalence, elle diffère. Donc, il y a des différences selon l'âge. Ça touche principalement les adultes. Mais vous voyez très bien que les enfants peuvent avoir une hyperuricémie. Déjà, 9,35% des enfants dans le monde ont une hyperuricémie et on va voir pourquoi ça par la suite. Il y a des différences selon le sexe, ça touche 2 hommes pour une femme. Il y a des différences selon le terrain. Et là, 78% à peu près, 70% à peu près des obèses ont une hyperuricémie. En cas d'une coronoropathie nouvellement diagnostiquée, il y a une hyperuricémie dans 43% des cas. En cas de prédiabète, là, c'est 32% des cas. En cas de pré-HTA, 26,6%. Et il y a des différences régionales. Là, par exemple, la Polynésie française, à peu près 80% de la population, elle a une hyperuricémie. C'est trop quand même. L'Amérique du Sud, c'est 17,9%. En Asie, c'est 14%. En Europe, c'est 16%. Et pour la Tunisie, on n'a pas de publication sur donc la prévalence de l'hyperuricémie, mais donc je vous montre ma thèse, donc a été soutenue en 2022 sur sur l'hyperuricémie chez les diabétiques et les prédiabétiques. Et là, j'ai trouvé que 26,1% des prédiabétiques avaient une hyperuricémie et 17,2% des diabétiques avaient aussi donc une hyperuricémie. Donc là, actuellement, on a un changement de concept. Auparavant, on a un concept historique. L'hyperuricémie est longtemps considérée comme strictement équivalente à la goutte. C'est la maladie des rois, du fait qu'elle est associée à un régime qui est riche en purine, donc un mode de vie qui est luxueux. Actuellement, l'hyperuricémie n'est pas équivalente à une goutte.
Donc, pourquoi? C'est vrai, quelles sont les étiologies de l'hyperuricémie? C'est principalement le régime qui est riche en purine, mais il y a aussi le régime, par exemple, qui est riche en fructose. C'est pour cela qu'on trouve actuellement l'hyperuricémie chez les enfants. Chocolat, soda sucré, etc. Donc, c'est une source d'hyperuricémie. Il y a aussi les néphropathies, il y a les tumeurs, les listes tumorales, les hémopathies, à la fois les hémopathies bénignes et malignes, ils peuvent être source d'hyperuricémie. On a aussi le métabolisme d'alcool. Et on a l'hyperuricémie iatrogène. Donc là, il y a des médicaments qui peuvent donner une hyperuricémie et c'est principalement les diurétiques diazétiques, l'aspirine à faible dose, les bêta-bloquants, l'insuline, les sulfamides, les hypoglycémiants. Donc l'ARA2, sauf le losartan. Le losartan, c'est un traitement qui est hypouricémiant. Par contre, les autres ARA2 sont hyperuricémiants. On a aussi donc certains antibiotiques tels que le pyrazinamide. Donc là, il y a aussi donc source d'hyperuricémie. Donc, mais est-ce qu'il y a une prédisposition génétique pour cette hyperuricémie? On va voir ça. Je vous rappelle que l'acide urique, il est synthétisé au niveau du foie à partir des purines. Donc, il va être transformé en hypoxanthine, xanthine, et par la suite, on aura l'acide urique par donc l'enzyme clé, c'est la xanthine oxydase. L'acide urique, il peut être oxydé par une enzyme appelée l'uricase en allantoine. Mais il faut savoir que l'être humain ne possède pas cette enzyme. Donc, l'être humain n'a pas donc cette uricase qui transforme l'acide urique en allantoine. Et donc, il y a des médicaments qui sont donc tels que pegloticase et rasburicase. Ce sont donc des enzymes synthétiques qui vont donc oxyder l'acide urique en allantoine. Donc, là, comme vous voyez, on a des différences très importantes de la prévalence de l'hyperuricémie d'un pays à un autre. Cette différence ne peut donc s'expliquer que par la prédisposition génétique. Déjà récemment, il y a plusieurs gènes impliqués dans la régulation de l'acide urique ont été donc découverts. C'est principalement le SILC2A, le BCG, le PTKZ1, le GCKR. Là, il y a plusieurs gènes qui vont donc être impliqués dans la régulation de l'acide urique et qui expliquent cette différence. En fait, ces gènes, ils codent pour des transporteurs. Donc, ces transporteurs se trouvent au niveau intestinal, tel que la BCG2, mais aussi au niveau rénal, et c'est principalement au niveau rénal, tels que le WAT1, le WAT3, le MPT4, le RAT1, le GLUT9, qui sont impliqués dans la régulation de l'acide urique. Soit une sécrétion urinaire, soit une réabsorption urinaire. Et c'est principalement le RAT1 et le GLUT9 qui sont source d'hyperuricémie. Donc, ils augmentent la réabsorption urinaire de l'acide urique et ne sont pas spécifiques pour l'acide urique. Donc, ces transporteurs, elles peuvent aussi transporter d'autres molécules, des médicaments par exemple. Là, c'est pour cela, les médicaments peuvent donner une hyperuricémie, tels que le pyrazinamide, mais aussi d'autres molécules telles que le fructose. Par exemple, le GLUT9, elle est responsable de transport donc, de l'acide urique, mais aussi donc, du fructose. Et là, c'est pour cela qu'il y a une relation étroite entre l'hyperuricémie, le prédiabète et le diabète. En fait, quelles sont les conséquences cliniques d'une hyperuricémie? Et là, il faut savoir que lors du synthèse de l'acide urique, il y a une hypersécrétion de superoxyde, le O2-, ça. Donc, ce superoxyde-là, il est hypertoxique aussi. Donc, il est toxique sur les cellules endothéliales, ça va donner un dysfonctionnement endothélial, ça va donner une diminution de l'oxyde nitrique, une inflammation et une augmentation du stress oxydatif. Et là, il est responsable donc d'une augmentation de maladies cardiovasculaires et de risques cardiovasculaires. Donc, si on résume, donc l'hyperuricémie peut être responsable de gouttes, bien sûr, donc par les microcristaux du radiosodium, mais aussi du diabète, d'athérosclérose, d'hypertension artérielle, de syndrome métabolique, des néphropathies et même des neuropathies. Et ça va augmenter le risque cardiovasculaire et les maladies cardiovasculaires, bien qu'il y a donc certaines relations ne sont pas bien établies. Donc, ce sont donc les relations qui sont en bleu clair. Mais finalement, il faut savoir que l'hyperuricémie n'est pas équivalent à la goutte. Oui, il y a donc la goutte, mais il y a d'autres maladies métaboliques et il y a l'augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, on revient à notre patiente. Là, elle a plusieurs facteurs de risque d'hyperuricémie. Elle est obèse. Elle prend des médicaments hyperuricémiants, tels que donc, le gliméphride, l'irbesartan, l'aspirine à faible dose. Elle a une néphropathie. Et là, donc, la question qui se pose, faut-il traiter l'hyperuricémie asymptomatique de Madame Mabrouka? Donc là, pour répondre à cette question, il faut voir donc, les recommandations. Donc, j'ai pas trouvé de recommandations dans la Société européenne de cardiologie ni donc la Société européenne de rhumatologie.
Par contre, les autres sociétés de rhumatologie ont identifié qu'il ne faut pas traiter l'hyperuricémie asymptomatique. Donc là, il ne faut pas donc traiter systématiquement toute hyperuricémie. Mais que disent donc nos confrères endocrinologues? Donc là, j'ai trouvé donc ces recommandations récentes publiées en 2024. Donc ce sont des recommandations chinoises. Là, ils recommandent de traiter toute hyperuricémie asymptomatique. Et là, c'est un traitement par febuxostat, allopérinol ou benzopromorone, et c'est un traitement qui est au long cours. Mais la population chinoise n'est pas la population tunisienne. On ne peut pas appliquer donc ces recommandations. Donc, il faut les voir avec modération. Donc, c'est pour cela que j'ai cherché dans la littérature et j'ai trouvé donc cette méta-analyse en revue systématique qui est très intéressante, publiée en 2022, donc incluant 28 RCT, et qui a donc étudié le traitement de l'hyperuricémie asymptomatique par l'allopérinol, le febuxostat et le rasburicase. Et là, c'est vrai, il y a une diminution importante de taux d'acide urique, il y a une efficacité rénale, il y a une diminution des événements rénaux, mais il n'y a pas de réduction significative des événements cardiovasculaires. Donc, est-ce qu'il faut traiter cette hyperuricémie, bien qu'on sait très bien qu'il n'y a pas donc d'effet d'efficacité sur le plan cardiovasculaire. Donc, tout en sachant que, par exemple, l'allopérinol peut avoir donc des effets indésirables graves, digestifs, cutanés, il peut donner donc des chocs anaphylactiques, ça peut donner un syndrome de Lyell, donc des effets indésirables graves. Donc, toujours, il faut poser le pour et le contre pour tout traitement, donc la balance bénéfice-risque. Donc, si on revient à notre patiente, donc le message clé, c'est que le traitement de l'hyperuricémie asymptomatique doit être individualisé plutôt que systématique. Mais donc toutes les recommandations déjà de rhumatologie, qu'elles soient françaises, américaines, européennes ou britanniques, elles ont mis donc des stratégies pour réduire le risque cardiovasculaire et l'uricémie. Et c'est principalement par l'arrêt du tabac et d'alcool, par la perte du poids, par l'exercice physique. En cas de dyslipidémie, il faut privilégier le phénofibrate et les statines plutôt que le traitement donc indiqué par Dr Marzouk, je pense l'acide bempedoïque, non, c'est ça? Le nouveau traitement donc de la dyslipidémie bempedoïque, c'est ça. Donc il donne une hyperuricémie, là il faut l'éviter. Par contre, il faut privilégier les statines et le phénofibrate. Pour l'hypertension, il faut éviter les diurétiques thiazétiques, les bêta-bloquants. Il faut privilégier principalement les inhibiteurs calciques et le losartan. Ce sont des traitements hypouricémiants. Et pour donc le diabète, le choix, c'est principalement metformine et inhibiteur de SGLT2. Ce sont des traitements hypouricémiants. Par contre, et si possible, vaut mieux éviter l'insuline et les sulfamides. Donc, je dis bien, donc, si possible. Donc, j'ai terminé avec l'hyperuricémie, mais il y a une nouvelle partie donc, sur la goutte. Donc, on va passer à un deuxième cas clinique. C'est M. Mabrouk, il est âgé de 55 ans. Il est diabétique, sous insuline et metformine, hypertendu sous co-herbesar, et elle a une dyslipidémie sous Ator 41 comprimés par jour. Donc, ce patient est hospitalisé au service de maladies infectieuses pour suspicion d'une dermohypodermite non nécrosante de la jambe gauche. Donc là, le patient n'a pas de placard typique au niveau de sa jambe, il n'a pas de port d'entrée, il est apéritique, il n'a pas d'hyperleucocytose. Par contre, là, il a une hyperuricémie à 560 micromoles par litre. Sa créatinine, il est limite à 102 et elle a une petite élévation de la CRP à 23. À l'examen, j'ai trouvé donc une cheville qui est très douloureuse. Elle est chaude. Il y a des signes inflammatoires en regard. La mobilisation, elle est très douloureuse. Et la question qui se pose, est-ce bien une goutte? Et là, donc, en revoyant donc nos critères de classification, donc notre patient, il présente une atteinte au niveau de la cheville. Donc, elle a les symptômes typiques d'une crise de goutte. C'est son premier épisode. À l'examen, donc, j'ai trouvé ce tophus goutteux au niveau de l'oreille, comme vous voyez. Et son uricémie, elle est entre 480 et 600, donc ça vaut 3. Et là, même sans demander des radiographies, déjà, on a un score qui est donc égal à 10. Et là, donc, le diagnostic de goutte, il est évident, il est confirmé. Et là, donc, c'est une goutte. Donc, pour la goutte, on va voir ensemble quelle est la prévalence actuelle de la goutte, comment traiter une crise de goutte et quand débuter un traitement hypouricémien. Donc, la prévalence de la goutte, mondiale, c'est 0,65%. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent dans le monde. Ça touche à peu près 56,4 millions. Mais il y a des différences, bien sûr, selon l'âge. Ça touche principalement les adultes et les sujets âgés.
Il y a des différences selon le sexe, ça touche 3 ans pour une femme, et il y a des différences régionales. Par exemple, là, en Amérique, donc, on trouve beaucoup de gouttes, c'est 1,77%. En Europe, c'est 0,37%. Et en Tunisie, c'est 0,48%. Donc, pour traiter donc, une crise de gouttes, vous connaissez très bien l'ancien schéma thérapeutique donc, de la colchicine, 3 comprimés G1, 2 comprimés G2, 1 comprimé G1. Et là, donc, ce schéma, il est abandonné du fait qu'il donne des diarrhées sévères, des douleurs abdominales, une déshydratation et des risques de toxicité très importants. En fait, pour le seuil thérapeutique donc de la goutte, il est de la colchicine très proche du seuil toxique. C'est pour cela qu'il faut éviter les fortes doses pour la colchicine. Donc, voilà donc les recommandations de la Société française de rhumatologie 2020 pour traiter donc une crise de goutte. Là, il faut commencer tôt. Donc, bien sûr, il faut rechercher les comorbidités. Il faut vérifier les co-prescriptions. Donc, par exemple, en cas de maladie cardiovasculaire sévère, là, il faut éviter les ANS. En cas d'insuffisance rénale chronique, il faut éviter la colchicine et les ANS. En cas de prise des inhibiteurs de cytochrome 3A4, tels que pristinamycine ou l'imacrolide, là, il faut éviter la colchicine. Donc, par la suite, les traitements de première ligne sont soit colchicine, soit corticoïde, soit ANS. Donc là, pour la colchicine, on va commencer le premier jour par 1 mg, et on peut donner 0,5 mg une heure après. Donc, c'est-à-dire maximum 1 comprimé et demi le premier jour. Et aussi donc, pour les jours suivants, c'est 0,5 mg fois 2 ou 3 par jour, c'est-à-dire maximum 1 comprimé et demi de colchicine par jour. On peut donner aussi des corticoïdes, 30 à 35 mg par jour pendant 5 jours. Ou on peut faire aussi des infiltrations locales. C'est une atteinte qui est monoarticulaire, telle que donc, le genou ou la cheville. On peut prescrire aussi des ANS. Et il est possible aussi d'associer des traitements. En cas d'une crise qui n'est pas résolue sur colchicine seule, on peut associer par exemple colchicine ANS ou colchicine corticoïde. En cas d'échec de traitement de première ligne ou en cas de contre-indication de tous ces traitements, là on peut passer à un traitement de deuxième intention qui est un traitement biologique, c'est l'inhibiteur de l'interleukine 1. Donc, c'est l'anakinra ou le canakinumab. On ne dispose pas de ce traitement en Tunisie, mais il est disponible en France et ça traite la crise de goutte. Donc, après avoir traité donc, la crise, il faut éduquer le patient sur l'automédication. C'est quoi l'automédication? C'est-à-dire la stratégie de comprimer dans la poche. Donc, le patient doit avoir un comprimé de colchicine dans sa poche. Donc, c'est-à-dire que le traitement doit être très rapide. Dès le premier signe d'une crise de goutte, il faut commencer le traitement. Soit ANS, soit corticoïde, soit colchicine, mais la colchicine, c'est la molécule donc, la plus utilisée. Donc, après un traitement de la crise, là, il faut considérer l'introduction d'un traitement hypouricémien. Et là, un traitement hypouricémien, il est indiqué dès la confirmation d'un diagnostic de la goutte. Donc, dès qu'on confirme le diagnostic, il faut commencer un traitement hypouricémien. Donc, pour quelle cible en fait? C'est le treat to target. Donc, notre cible, c'est d'avoir une uricémie qui est inférieure à 360 micromoles par litre et idéalement, si possible, une uricémie qui est inférieure à 300. Donc, par la suite, on va contrôler cette uricémie. Donc, mais quels sont les médicaments hypouricémiens disponibles? Et là, donc, on a les inhibiteurs de la xanthine oxydase. C'est l'allopyrinol, febuxostat, topiroxostat. On a aussi donc des enzymes recombinants tels que pegloticase ou rasburicase. Et il y a des inhibiteurs de transporteurs qu'on a vu donc tout à l'heure. Donc, ces inhibiteurs de transporteurs, ce sont des uricosuriques. On a le probinicide, benzopromarone et le zinura. Mais sachez très bien qu'en Tunisie, on ne dispose que du fameux purinol. Donc, on n'a pas donc, les autres traitements. Donc, après confirmation du diagnostic, on commence un traitement hypouricémien. En cas de maladie cardiovasculaire sévère, là, il faut éviter le febuxostat. Et par la suite, il faut évaluer le traitement, donc évaluer le risque cardiovasculaire et le risque rénal et la fonction rénale. Donc, en cas de fonction rénale normale, là, on peut commencer l'allopyrinol à la dose de 50 à 100 mg par jour. Si la fonction rénale est altérée avec un débit de filtration glomérulaire qui est entre 30 et 60, là, on peut commencer par l'allopyrinol à 50 mg par jour ou on peut commencer par le febuxostat à 80 mg par jour. Et s'il y a une insuffisance rénale sévère avec un débit inférieur à 30, là, il faut donc contre-indiquer l'allopyrinol et on peut prescrire le febuxostat. Donc, il faut se rappeler que toujours, en commençant un traitement hypouricémien, donc à l'initiation d'un traitement, on peut avoir des crises de gouttes.
Donc là, il faut prévenir ces accès goutteux systématiquement par la colchicine à la dose de 0,5 à 1 mg par jour pendant au moins 6 mois. Donc toujours une prophylaxie des accès goutteux au début d'un traitement hypouricemien, idéalement par la colchicine. S'il y a une contre-indication de la colchicine, on peut associer des ANS pour prévenir les accès goutteux. Par la suite, donc, on va augmenter donc, la dose journalière avec des surveillances toutes les 2 à 4 semaines. On peut arriver donc, jusqu'à la dose maximale. Donc, la dose maximale d'allopérinol, c'est 900 mg par jour. Et le febuxostat, c'est 120 mg par jour. Là, pour une fonction rénale qui est normale, bien sûr. Donc, on va surveiller toutes les 2 à 4 semaines. Par la suite, on va voir l'uricémie. Est-ce qu'on a atteint ou non donc, notre cible? Donc là, si l'uricémie est inférieure à 300, on est parfait. Donc là, il faut donc garder la même posologie, il faut garder le traitement. Entre 300 et 360, aussi c'est parfait. On va garder le même traitement, mais on peut ajouter des mesures hypo-uricémiantes. Et si l'uricémie, elle reste supérieure à la cible, c'est-à-dire elle est supérieure à 360, là, on va changer le traitement. On peut donc changer vers une autre classe thérapeutique, c'est les uricosuriques tels que provénicide, benzopromarone ou les inurats. On a atteint donc la cible là, toujours il faut surveiller donc l'uricémie et la surveillance sera donc espacée 1 à 2 fois par an. Mais comme vous voyez, c'est un traitement qui est à vie. Donc on commence le traitement hypouricémien dès la première crise, mais c'est un traitement qui reste à vie. Donc au final, donc il faut toujours informer le patient sur le risque cardiovasculaire, donc sur la cible thérapeutique, car avoir une cible inférieure à 300, c'est-à-dire qu'on peut donc dissoudre donc les cristaux du radiosodium. Il faut l'informer car cette information elle augmente l'adhésion thérapeutique. On va l'informer comment gérer donc les crises initiales et là c'est la comprimée donc le comprimé dans la poche et cette information elle va réduire donc les risques donc associés à la goutte tels que le risque cardiovasculaire, métabolique et rénaux et au final vaut mieux donc encourager le patient à adopter des changements de style de vie donc tels que la perte du poids, donc l'arrêt du tabac, d'alcool et encourager bien sûr un régime qui est donc équilibré et qui n'est pas donc riche en purine. Donc je finis par cette citation. L'hyperuricémie, c'est un iceberg. Tout le monde ne voit que la petite bosse à la surface, la goutte, celle qui fait mal, mais au-dessous, donc se cache un vrai problème, c'est le risque cardiovasculaire, le syndrome métabolique et les néphropathies. Et merci. Nous vous remercions, Dr Fahima, pour cette excellente présentation enrichissante avec une belle actualisation thérapeutique. Alors, nous savons tous maintenant que l'hyperuricémie et la prise en charge des hyperuricémies, elle est bien différente de la goutte. Elle englobe un contexte plus large, métabolique et cardiovasculaire, et donc la bonne prise en charge de ces hyperuricémies permet une prise en charge de la santé globale de nos patients. Et donc, avant d'enchaîner avec la présentation d'après, nous nous adressons à la salle si vous avez des questions à propos de ce sujet. Merci. Il ne faut pas traiter sans signe clinique. Est-ce qu'il y a une valeur à partir de laquelle, quand même, il faut prescrire? Bon, certains préconisent 100, je sais pas, en milligrammes, quand je ne sais pas combien ça fait en millimoles. Et deuxièmement, pour les patients qui sont maintenant sous pyrinol et qui ne nécessitaient pas dès le départ, est-ce qu'on est en droit de l'arrêter, quitte à reprendre éventuellement plus tard? Là aussi, il y en a qui sont contre du risque de la sensibilisation, donc les crises d'allergie. Oui, tout à fait. Donc, en cas d'une hyperuricémie très importante, il faut encourager le patient sur le régime, donc l'activité physique, l'arrêt du tabac, l'arrêt d'alcool. Il ne faut pas traiter. Donc, il n'y a pas donc de recommandations qui indiquent un traitement puisqu'il y a donc un taux d'hyperuricémie qui est très élevé. Même très élevé. Même s'il y a donc un taux d'hyperuricémie qui est très élevé, il faut voir pourquoi il a donc cette hyperuricémie. Est-ce qu'elle prend des médicaments hyperuricémiens? Est-ce que son régime il est donc riche en purine et en fructose? Qu'est-ce qu'il y a donc derrière cette hyperuricémie? D'accord? Est-ce qu'elle a par exemple une tumeur, une lyse tumorale, une néphropathie? Donc il faut traiter l'étiologie de cette hyperuricémie et non pas donc donner un traitement hypouricémien. Et donc déjà il n'y a pas de recommandation
pour ce sujet. Donc, il ne faut pas traiter systématiquement une hyperuricémie. Donc, sauf si, donc, j'ai trouvé donc, les recommandations chinoises, mais il faut les voir avec modération, comme je l'ai dit. Sinon, pour la deuxième question, s'il vous plaît, j'ai oublié. Les patients qui sont sous purinol, Oui. qui au départ, il ne fallait pas le donner, est-ce qu'on a le droit de l'arrêter? Oui, on a le droit de les arrêter, pourquoi pas. Donc, on peut arrêter donc, l'allopurinol si ce n'est pas une goutte. On peut les arrêter. Là aussi, Mais il faut encourager le patient sur l'exercice physique, l'arrêt donc du tabac, l'arrêt d'alcool, le régime. Il faut voir donc les médicaments qu'il pris, comme je t'ai dit. Donc c'est une prise en charge qui est globale de l'hyperuricémie. Là, les avis sont un peu partagés parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas l'arrêter, même s'il ne nécessite pas pour le risque plus tard, s'il faut le donner, risque de réaction cutanée. Risque de réaction cutanée. Non, je pense que le risque de réaction cutanée, c'est un risque génétique. Il y a des facteurs génétiques impliqués dans les événements graves cutanés. Donc déjà, il y a un gène impliqué dans les événements cutanés. Mais s'il n'y a pas... Le gène spécialement pour le purinol ou bien toutes les allergies? Pour l'allopurinol, oui. Donc j'ai oublié de mettre donc ce gène-là, mais il y a donc un gène déjà identifié. C'est principalement en Asie et donc des cas en Amérique et même en Tunisie. C'est un gène qui est impliqué dans les réactions graves de l'allopurinol. Si le patient n'a pas fait donc un effet grave dès le début, donc on peut l'arrêter, on peut le reprendre, pourquoi pas. Donc il n'y a pas de recommandation sur ce sujet, mais je pense oui, on peut arrêter l'allopurinol sans risque. Merci. C'est rien. Est-ce qu'il y a? Oui, des problèmes. On ne doit pas traiter les formes asymptomatiques qu'on ne doit pas traiter. Oui. Mais certaines formes asymptomatiques peuvent être les symptômes peuvent être déroutants. J'ai vu une douleur de la fosse iliaque droite, c'était une suspicion d'appendicite, l'échographie est normale, puis il en a fait un bilan, c'était un acide urique élevé. C'est-à-dire qu'il y a lithiase, une lithiase pulmonaire? Non, ce n'est pas de lithiase, juste l'acide urique, il est élevé au cas où. On n'a pas trouvé de lithiase. Et c'est des douleurs de la fosse iliaque droite. Le chirurgien a posé le diagnostic. On a fait une échographie, pas de signe clinique en faveur d'une appendicite, mais il y avait un chiffre d'acide urique élevé. Donc, un chiffre d'acide urique élevé, normalement, ne donne pas des douleurs abdominales, sauf s'il y a donc un calcul rénal. Oui. Donc, faut pas traiter ce chiffre, donc juste parce qu'on a trouvé un chiffre qui est élevé, très probablement. C'était une femme âgée avec des polyarthralgies, il n'y avait pas de crise de goutte. On peut s'aider par par les critères de classification de la CR. Est-ce qu'elle a des signes vraiment de gouttes? On peut demander des radiographies. Est-ce qu'elle a des signes radiographiques donc de gouttes? On peut même demander de l'échographie. Il y a donc des signes pathognomoniques de la goutte, tels que le signe de double contour. S'il n'a pas donc des signes typiques donc de gouttes, il ne faut pas traiter par excès. Donc, une hyperglycémie asymptomatique, il faut voir pourquoi cette patiente elle a une hyperglycémie. Est-ce que c'est le régime? Est-ce qu'elle prend des médicaments hyperuricémiants? Donc, d'accord. Mais l'hyperuricémie ne donne pas des douleurs abdominales, sauf si il y a donc les complications rénales, à savoir donc les lithiases rénales. Mais sinon, donc normalement, cette hyperuricémie n'explique pas donc ces douleurs. Et dans tous les cas, on doit, à la découverte d'une hyperuricémie, on doit chercher non pas les autres causes de l'hyperuricémie, à part la goutte. Oui. Donc on doit les chercher. Dernièrement, j'ai hospitalisé déjà au service de médecine un patient qui a une hémopathie constitutionnelle et qui fait donc une hémolyse et il a une hyperuricémie à 700. Et dès qu'on a corrigé cette hémolyse, donc le chiffre de l'acide urique il a passé de 700 à 300. Ouais. Donc là, la cause, c'est pas donc ni la goutte, ni d'autre chose que cette hémopathie donc bénigne. C'est une hémopathie constitutionnelle, c'est une anémie constitutionnelle. Elle a une sphérocytose. Et du fait qu'elle fait donc des hémolyses, là, elle a donc une hyperuricémie. Donc, l'hyperuricémie, ça peut être une nephropathie, ça peut être donc une lyse tumorale, ça peut être des hémopathies, ça peut être donc le régime, quel que soit riche en fructose, en purine, ça peut être iatrogène par les médicaments. D'accord. Merci. De toute façon, c'est le risque important des hyperuricémies. Je pense, en dehors de la goutte, des lithiases, etc., ça reste le risque cardiovasculaire, là où on a vraiment... nous sommes embêtés parce qu'on dit que l'hyperuricémie, elle est associée à un risque cardiovasculaire plus important. Et puis, on trouve dans les recommandations
qu'il ne faut pas traiter une hyperuricémie, même chez ces patients qui ont un diabète ou qui ont un terrain métabolique ou de l'insulinorésistance et des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ben, lorsqu'on voit les recommandations, parce que, en fait, si on voit tout ce qui est argumentaire, etc., c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas des vraies études bien conduites qui ont montré un intérêt à traiter une hyperuricémie et à faire baisser le taux d'acide urique sur les issues cardiovasculaires, sur les complications cardiovasculaires. Là, jusqu'à preuve du contraire, on va pas traiter une hyperuricémie, toute hyperuricémie, sans fondement clinique, sans symptômes. Le problème, ça reste, je pense que c'est la non-adhérence des patients au régime. Oui. Ça, c'est parce qu'une hyperuricémie, normalement, en dehors des lyses excessives et des maladies qui peuvent donner une hyperuricémie, normalement, elle devrait être sensible à un régime bien conduit. Mais malheureusement, comme dans les autres pathologies, comme dans les diabètes, les épidémies, etc., la non-adhérence des patients, ça pose un problème. Donc, il faut, à mon avis, faire surtout éduquer les patients, éduquer à chaque fois pour qu'ils suivent leur régime hypouricémien. Et donc, moi aussi, donc, je crois aussi qu'on a besoin de faire des études tunisiennes plus larges. D'ailleurs, j'étais au courant des résultats de la thèse de mon ami Fayrouz, donc pour l'hyperuricémie associée au prédiabète et au diabète. On a besoin vraiment de faire des études tunisiennes. D'ailleurs, dans tous les domaines, c'est pas que pour l'hyperuricémie, c'est pour avoir nos propres chiffres pour pouvoir en fait dire donc est-ce qu'on doit traiter ou on ne doit pas traiter et pourquoi pas un jour faire nos propres recommandations à nous. Tout à fait. Voilà.